Bonjour à tous. Euh, Apparemment, tout le monde est en train d'arriver. Je vous remercie et je retiens d'abord remercier l'IREMO d'avoir proposé d'organiser cette conférence autour de la sortie de notre numéro spécial des grands dossiers de diplomatie qui était consacré à la géopolitique de la Turquie. C'est un numéro qu'on a fait l'été dernier et qui était en kiosque à la rentrée en septembre. Donc, malheureusement, il n'est plus en kiosque aujourd'hui, mais vous pouvez toujours le retrouver sur notre site internet Arayon 24 News pour ceux qui voudraient le consulter. Je précise bien que cette visioconférence va se concentrer pas sur l'intégralité de notre numéro, mais sur la première partie qui était consacrée aux questions de politique, de société et d'économie. Dans ce numéro, il y avait aussi une partie plus géopolitique et une partie stratégique, mais ici, elle ne sera pas abordée. Après, si vous avez des questions à poser à ce sujet, vous êtes libre, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, pour parler de ces sujets, nous avons avec nous Denise Hunel, qui est économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale et rédactrice en chef de la collection Panorama. Bonjour à elle. Bonjour. Nous avons Jean Marcoux, qui est titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Bonjour. Bonjour. Et nous avons enfin Ahmet İnsel, qui est politologue et économiste, membre du collectif de la revue Birikim. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je tiens à les remercier encore une fois tous les trois pour avoir participé à notre numéro sur la Turquie et aussi pour avoir accepté de participer à cette vidéoconférence qui va donc se décomposer en deux temps. Il y aura d'abord une partie de présentation, je vais poser des questions aux intervenants et ils vont répondre chacun. Et à la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Je vous invite donc à poser toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas, on y répondra à la fin. On mettra aussi peut-être quelques liens vers des articles ou vers le magazine en question, si vous voulez aller les consulter après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra à la fin. Je vous propose de commencer avec Jean Marcoux, avec la première question, qui était « Au-delà des enjeux stratégiques de la Turquie sur la scène régionale et internationale, les défis sont aussi redoutables sur le plan intérieur, tant au niveau politique, économique que social. Dans un contexte où la Turquie a été fortement touchée par les deuxième et troisième vagues du coronavirus, les prochaines élections générales, qui coïncideront avec le centenaire de la République, s'annoncent difficiles pour l'AKP. Le président Erdogan a d'ailleurs récemment annoncé que les prochaines élections auront bien lieu en juin 2023, comme convenu dans le calendrier électoral officiel. Alors que le président Erdogan est au pouvoir depuis maintenant presque 20 ans et que celui qui est décrit comme un sultan a accumulé une somme de pouvoir dont aucun dirigeant turc n'a disposé depuis la fin du parti unique, son règne est-il menacé? Pourquoi semble-t-il de plus en plus isolé sur le plan intérieur? Oui, merci à vous Thomas, merci à tous. Je m'excuse de vous rejoindre un peu comme ça, de manière impromptue, et je remercie Ahmed de m'accueillir chez lui pour faire cette visioconférence de Grenoble d'ailleurs. J'ai un problème, je ne sais pas de quelle nature, sur ma connexion. Apparemment, ça tient à l'endroit où je me trouve dans l'agglomération grenobloise. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un problème et donc je n'ai pas pu découvrir vos questions, je n'ai pas pu avoir vos messages, mais je suis heureux quand même d'être parmi vous. J'ai envie de commencer à répondre d'ailleurs en disant que même si nous nous concentrerons plus sur des questions domestiques et intérieures, en réalité, il ne faut pas oublier les questions internationales et d'ailleurs, elles sont intéressantes parce qu'elles disent beaucoup de choses sur l'état actuel de la Turquie. Puisqu'en réalité, si vous comparez finalement l'actuelle politique étrangère de la Turquie, eh bien, elle est beaucoup moins offensive que l'année dernière. On avait une offensive en Méditerranée orientale, une offensive en Libye, une offensive en Syrie, une offensive également, une intervention dans le conflit caucasien, et que je crois que ça veut dire beaucoup de choses sur l'actuelle faiblesse de la Turquie sur le plan intérieur, les incertitudes qui sont posées sur le plan intérieur. Je crois que ces incertitudes, elles sont d'autant plus problématiques pour l'actuel gouvernement turc qu'il ne faut pas oublier qu'il a construit en réalité ses succès, il a construit ses succès électoraux, politiques et un petit peu cette espèce d'épopée qu'il a bâtie depuis 20 ans, notamment sur ses résultats économiques.
et beaucoup plus au départ que sur véritablement des questions religieuses. C'est d'abord pour ses résultats économiques, c'est d'abord pour les évolutions qu'il a suscitées dans les grandes villes notamment et dans la structuration même de l'économie turque. Denis Ünal le dira mieux que moi, que l'AKP a été apprécié. Or, aujourd'hui, bien évidemment, la crise actuelle frappe de plein fouet non seulement la Turquie, mais plus particulièrement les gens en Turquie et en particulier les gens qui avaient voté pour Recep Tayyip Erdogan. De là, effectivement, ces interrogations sur l'évolution du régime et sur sa capacité à rebondir qui paraît pour l'instant une capacité extrêmement compromise. Je crois que, voilà, il y a effectivement. Mais sur le plan politique, je crois qu'il y a une donnée aussi importante. Le gouvernement est à la fois sous la pression économique et bien sûr sous la pression sociale, parce que la chute de la livre à l'heure actuelle et l'inflation frappent directement les ménages en Turquie, mais également le gouvernement actuellement est sous la pression politique, je pense, de ses propres alliés, parce que finalement, pendant longtemps, il n'a compté que sur lui pour finalement gouverner, alors parce qu'il avait une majorité absolue à lui seul. L'AKP avait une majorité absolue, si on se souvient des scores des élections de la première décennie ou même du début de la deuxième décennie. Or, depuis maintenant 5 ans, disons 2017, le référendum de 2017, pour avoir une majorité dans le pays, il est obligé d'avoir le soutien du parti qui se trouve le plus à droite au sein du Parlement turc, qui est une famille ancienne, d'ailleurs, nationaliste, ultranationaliste en Turquie, le MHP de Devlet Bahçeli. Et on voit bien que ce parti, finalement, fait pression en permanence sur le gouvernement pour qu'il radicalise ses options. Donc là encore, c'est, je dirais, une donnée des difficultés que traverse le gouvernement actuel. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, la situation actuelle est une situation difficile, qui n'a jamais été aussi difficile pour le gouvernement. Et donc, effectivement, on peut s'interroger sur les perspectives à venir. Bon, effectivement, vous rappeliez que le gouvernement et d'ailleurs son allié dont je parlais ont rappelé que les élections auraient lieu en 2023, mais enfin, beaucoup de rumeurs évoquent un rendez-vous électoral, voire peut-être d'autres événements avant 2023. Et donc, on le voit à l'heure actuelle, lorsqu'on observe les changements de personnel, notamment le changement de ministre de l'économie, qui apparaît un petit peu comme une redite, parce qu'on avait déjà assisté à ce scénario l'année dernière. Vous savez qu'on a assisté à plusieurs, d'ailleurs, changements du gouverneur de la Banque centrale, et tout ça en dise long, finalement, sur la fébrilité actuelle du gouvernement. Donc, je dirais que par rapport à finalement l'époque où nous avons rédigé ce numéro de diplomatie et grand dossier, la situation s'est encore détériorée. Et je dirais également que, et pour finalement boucler la boucle en quelque sorte, quand on en revient à la politique internationale, de quoi on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la Turquie est en train d'essayer de renouer avec l'Arabie saoudite et ses alliés. Bon, elle avait fait un premier geste au printemps, notamment en direction de l'Égypte, mais plus récemment, elle a pris contact, ou en tout cas, il y a eu des contacts importants avec les Émirats, Émirats avec lesquels la Turquie avait été vraiment en délicatesse au cours des dernières années. Et Recep Tayyip Erdogan, lors d'une visite au Qatar récemment,
a évoqué justement l'idée de renouer avec les pays du Golfe sans aucune distinction. Et on peut penser que tout ça, bien évidemment, n'est pas qu'une affaire de stratégie internationale, mais aussi beaucoup une affaire de stratégie intérieure. Est-ce que, justement, dans les perspectives d'une prochaine élection, ce seraient les enjeux de politique internationale qui lui sont plus favorables que les enjeux intérieurs où il a beaucoup de problèmes? Alors, je dirais que les enjeux de politique internationale, on l'a vu l'année dernière, je pense que, et on le sait, Recep Tayyip Erdogan est quelqu'un de très tactique, mais même quand vous regardez l'offensive qu'il avait lancée l'an dernier sur différents fronts, ça a été très tactique parce qu'on a eu une suite de coups, finalement, avec en même temps une grande difficulté pour définir une stratégie. Et comme vous le disiez, l'AKP s'est retrouvé relativement isolé, que ce soit en Méditerranée orientale, notamment dans le grand jeu gazier. Il n'a pas réussi à sortir de cet isolement. Bien sûr, en Libye, il a remporté certains succès, mais en même temps, la situation, là encore, il est au contact justement de l'Arabie saoudite et de ses alliés. La situation n'est pas très, très claire. Certes, là encore, dans le Caucase, il a effectivement donné l'impression de remporter une victoire, mais en même temps, il se trouve confronté à la Russie avec des relations qui ne sont pas très claires avec la Russie. Et on l'a encore vu cette année, justement, en Europe orientale. Donc, finalement, quand on regarde cet ensemble de coups assez habilement joués l'année dernière, on se dit que tout cela ne fait pas non plus une stratégie. Et quand on sait que l'armée turque est engagée finalement sur des fronts extérieurs, notamment en Syrie, on sait à l'heure actuelle que l'impression, finalement, en Syrie, notamment dans l'enclave d'Idlib, et que on est exposé à des dangers qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, je crois aussi que les Turcs avaient quand même été beaucoup habitués à une politique étrangère par le passé, qui était une politique un petit peu de non-intervention. Aujourd'hui, cette politique d'intervention répétée inquiète quand même aussi les gens parce que ça coûte cher et que, en plus, ça crée un péril au moment même où finalement la Turquie doit chercher des soutiens pour compenser ses difficultés économiques. Très bien. Et une dernière question par rapport aux enjeux politiques, dans la perspective des élections à venir. Si Erdogan venait à perdre, quelles sont les alternatives? Déjà, il faut imaginer une défaite d'Erdogan, et malgré tous je dirais les handicaps actuels, bien évidemment, on est dans un régime hybride et donc beaucoup de choses peuvent se passer, c'est ce qu'on peut redouter. Mais les scénarios, je crois que l'un des grands problèmes de l'opposition, c'est justement aussi, avant qu'Erdogan perde, de gagner, c'est-à-dire d'unifier des forces qui sont quand même relativement hétérogènes, avec des nationalistes, dirons-nous, modérés, entre guillemets, du Yi Party, qui sont quand même très sourcilleux sur les questions nationales et sur les questions identitaires, des kémalistes qui effectivement n'ont pas été au pouvoir depuis plus de 20 ans maintenant. Et finalement, il ne faut pas l'oublier, un parti qui est très important en Turquie, qui est le parti kurde, le HDP, bien qu'il soit réprimé, bien qu'à l'heure actuelle une procédure soit engagée contre lui devant la Cour constitutionnelle, que même d'autres procédures ont été engagées récemment suite
à des accusations portées contre son congrès, où il aurait lancé des mots d'ordre favorables au PKK et à Abdullah Öcalan. Donc, effectivement, il y a à l'heure actuelle des anti-Erdogan qui sont probablement majoritaires dans la société turque. Après, est-ce qu'ils seront capables de s'unir ou de trouver une solution justement pour l'emporter? Je dirais que l'un des principaux défis des prochaines élections, il est là, hein, parce qu'on a bien vu que dans le contexte, bon, la référence, ça peut être effectivement Istanbul et Ankara, et en particulier Istanbul, lors des dernières élections municipales. Effectivement, si Ekrem İmamoğlu du CHP, du Parti kémaliste, l'a emporté, c'est aussi parce qu'il y a eu une abstention favorable, si vous voulez, parce que les Kurdes n'avaient pas présenté de candidat et qu'ils ont appelé d'ailleurs à voter pour le candidat d'opposition. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation, une élection locale est une élection locale, une élection nationale est une autre élection, est un peu différente. Et c'est pour ça que c'est un autre enjeu. Et je crois qu'un des défis de 2023, il réside probablement là. Très bien, je vous remercie. Je propose de passer avec votre voisin de gauche. Ahmet İnsel, vous avez notamment écrit un article sur le nationalisme en Turquie dans notre numéro. Vous disiez que le nationalisme en Turquie est aujourd'hui, comme hier, la posture politique la plus communément partagée par les courants politiques turcs, allant de l'extrême droite à une large partie de la gauche. Il constitue le plus grand dénominateur commun de l'imaginaire social historique de la Turquie depuis un peu plus d'un siècle. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de ces différentes facettes de ce nationalisme turc et comment cela se traduit-il? Alors, dans beaucoup de pays, le nationalisme constitue un peu l'idéologie le plus communément partagée, mais évidemment, en Turquie, ce nationalisme est beaucoup plus spécifique, exacerbé et utilisé d'une manière beaucoup plus agressive dans des moments cruciaux. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais surtout souligner quelque chose que Deniz Ünal va développé dans la partie crise économique. Mais Tayyip Erdogan, par exemple, dans sa stratégie très bizarre de politique économique, il met en avant, il s'agit pour nous, cette politique économique qui nous paraît irrationnelle à nous, mais à lui, il le présente comme une politique pour la libération nationale économique de la Turquie. C'est toujours cette libération nationale, on va se réunir pour sortir de cette nasse tenue par les étrangers, par les ennemis de la Turquie, etc. Alors, cette idéologie nationaliste est une idéologie qui date évidemment fin du 19e siècle, qui s'est exacerbée essentiellement quand la chute de l'Empire ottoman s'accélérait, et plus particulièrement avant la Première Guerre mondiale, cette idéologie nationaliste ethno-religieuse, il faut bien préciser, c'est une idéologie qui a deux mamelles. D'un côté, une identité ethnique turque, turcophone, d'origine turque, c'est un peu ambivalent, mais c'est à peu près autour du terme turc que cette idéologie renvoie à une image et s'approprie une histoire en grande partie inventée, et puis de l'autre côté une référence, une identité religieuse musulmane sunnite, et que cette identité religieuse est utilisée aussi comme un moyen de mobilisation au niveau de la société. Alors cette idéologie se cristallise avant la Première Guerre mondiale dans les guerres balkaniques, puisque entre 1912 et 1913, il y aura deux guerres en Turquie, dans les Balkans, qui vont aboutir au retrait quasiment total de l'Empire ottoman des Balkans, de Salonique, de Macédoine, de l'Albanie, de Monténégro, etc.
il y a eu déjà des retraits des indépendances obtenues à la fin de la deuxième moitié du 19e siècle, la Bulgarie. Ça a commencé avec la lutte d'indépendance de la Grèce dans la première moitié du 19e siècle. Il y aura la Libye en 1912 qui sera occupée par les Italiens, etc. Donc, vous voyez, dans un moment concentré, dans une période concentrée, les turco-sunnites vont avoir l'impression que tout contrôle est perdu et la Première Guerre mondiale va encore plus exacerber ce sentiment où la totalité des non-turcs sont unifiés pour dépecer cet empire ottoman et il n'y aura plus, du coup, pour les Turcs, une patrie. Cette idéologie va être réintroduite lors de la lutte de libération nationale et va être un peu le ciment fondateur de la République de Turquie, avec trois voies, trois formes de nationalisme que je reviendrai, mais ce nationalisme va créer aussi, sur le papier, une identité citoyenne constitutionnelle. Hein, tout citoyen de la Turquie est turc. Ça, c'est l'idéologie, c'est le discours officiel. Mais dans la réalité, tout citoyen de la Turquie n'est pas égal en droit de fait ou de droit. Et là, il va y avoir trois catégories de citoyens qui vont apparaître selon le degré de citoyenneté officielle, officieux, qui vont être reconnus. D'abord, les turco-sunnites, qui sont les citoyens de première classe, qui vont avoir sur papier tous les droits, riches, pauvres, paysans, ouvriers ou multimillionnaires ou présidents de la République. Ça n'a pas d'importance, mais ils sont potentiellement dans le statut des citoyens qui ont la totalité des droits sur papier. Et puis, deuxièmement, il y a les Kurdes, il y a les Alévis, il y a les confessionnels, ceux qui sont considérés des citoyens qui vont in fine être assimilés. Les Kurdes vont devenir turcs et les Alévis vont devenir sunnis dans cette représentation. Donc, ce sont des citoyens pour lesquels on peut mener une politique d'assimilation. Et puis, il y a troisième citoyen, ce sont des citoyens non musulmans, les chrétiens, juifs, arméniens, assyriens, etc. Eux sont considérés comme des citoyens étrangers et inassimilables ou très peu assimilables. Et donc, normalement, ces citoyens, dans le discours nationaliste turc, sont considérés comme des étrangers. Ils ont sur papier la citoyenneté, mais le discours courant des nationalistes là, va les définir comme soit non-musulmans, soit étrangers, ejnebi, dans le discours courant. Et même parfois, des décisions de tribunaux au niveau de la Cour de cassation même, vont identifier ces citoyens comme des citoyens étrangers. Yabancı yurttaşlar, ce qui est une oxymoron. Ces citoyens étrangers, normalement, on ne comprend pas. Mais on comprend très bien en Turquie quand on le dit. Alors, voyez, donc il y a un fond nationaliste qui est ethno-religieux en Turquie. Mais ce fond nationaliste ethno-religieux, évidemment, se décline entre, grosso modo, trois tendances. Il y a une première tendance qui est un nationalisme vraiment qui exprime, qui revendique l'identité ethnique turque avec une identité raciale, les Turcs d'origine de l'Asie centrale, et ils considèrent que les musulmans turcisés font partie, in fine, de cette identité turque, les Bosniaques, les Bulgares turcisés, etc., etc. Mais l'idée, globalement, c'est de redominer l'identité turque comme identité dominante de la région, du pays, ethnique. Ça, c'est l'extrême droite nationaliste. Tout à l'heure, Jean-Marc vous a parlé de l'allié de Tayyip Erdogan, le parti du mouvement nationaliste, MHP, est un porteur principal de cette idéologie ethno-nationaliste en Turquie aujourd'hui, avec des mouvements proto-fascistes
qui n'hésitent pas à faire des descentes quand il y a des manifestations qu'ils considèrent remettre en cause l'unité de la citoyenneté ethno-nationale turque. Deuxième courant, c'est le courant qu'on peut appeler le nationalisme kémaliste ou le nationalisme officiel. Je dis officiel parce que dans la constitution de 1982 que le coup d'État militaire avait institué, on dit ouvertement que l'État turc est un État qui suit, qui se soumet, ou qui, le terme exact, je l'avais mis dans le papier, c'est exactement ça. La République de Turquie est un État fidèle au nationalisme atatürkiste. C'est le terme qui a été inventé en 1982, nationalisme atatürkiste. C'est quoi le nationalisme atatürkiste? Si vous demandez à un académicien proche de ce courant, il vous dira finalement c'est du nationalisme civique. Mais dans la réalité, ce n'est pas du nationalisme civique, c'est du nationalisme dans lequel l'identité ethno-religieuse turque sunnite apparaît comme l'identité qui donne sens à l'ensemble. Il y a des différences à l'intérieur, on le connaît, mais le sens majeur est donné par cette identité ethno-religieuse. Et bien entendu, il y a une version gauche, nationaliste, qui se manifeste par exemple quand les Kurdes font des revendications, on le voit tout de suite, cet nationalisme s'énerver, se montrer ses dents. Dans le milieu militaire, il y avait énormément de répondants. Une partie très importante du Parti républicain du peuple est porteur de ce nationalisme. Une partie de la gauche est porteur de ce nationalisme. Et puis, le troisième nationalisme, c'est le nationalisme ethno-religieux, mais cette fois-ci, la religion est beaucoup plus mise en avant. Tayyip Erdogan vient de ce courant du nationalisme ethno-religieux, sunnite, et c'est pourquoi quand on dit aujourd'hui en Turquie le pouvoir est un pouvoir religieux islamiste, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt un pouvoir qui porte une idéologie islamo-nationaliste, et ce pouvoir islamo-nationaliste est encore plus exacerbé avec l'alliance du mouvement islamiste et du mouvement d'extrême droite nationaliste. Alors, ce nationalisme religieux est un nationalisme qui, a priori, officiellement, qui reconnaît la fraternité du peuple musulman, mais avec les Turcs qui sont quand même plus égaux que les autres dans le peuple musulman. Et c'est ça que leur nationalisme apparaît, et surtout à ce niveau-là. Et ça, c'est un peu aussi la glorification de l'Empire ottoman. Les Turcs, dans l'Empire ottoman, ont sauvé l'islam face aux croisés, etc. Après là, il y a toute une histoire qui se développe. Et aujourd'hui, dans la politique intérieure et dans la politique extérieure de la Turquie, cette idéologie islamo-nationaliste est en œuvre et arrive à créer, malgré la crise économique, arrive à créer dans la société une mobilisation suffisante pour donner un vernis de légitimité et un vernis d'acceptance par la société au pouvoir autocratique de Tayyip Erdogan. Je vous remercie. Toujours à propos de cette question du nationalisme, le nationalisme turc est également présent au sein de la diaspora turque, notamment en Europe, et la communauté kurde se sent menacée par ce nationalisme. Le principal parti pro-kurde, HDP, a d'ailleurs fait part de sa crainte d'une montée des violences anti-kurdes en Turquie d'ici les prochaines élections en 2023 et accuse Erdogan de jouer les divisions au sein de la Turquie pour rester au pouvoir. Dans quelle mesure la question kurde est-elle instrumentalisée par Ankara et quelle est la situation des Kurdes aujourd'hui en Turquie? D'abord, la question kurde est instrumentalisée par Ankara, par Tayyip Erdogan, par Ankara, depuis très longtemps, et avant même Tayyip Erdogan, d'autres partis politiques dans les années 80-90 ont aussi instrumentalisé le problème kurde. Par exemple, en 1999,
quand le leader du PKK, Öcalan, a été arrêté au Kenya, il y a eu immédiatement des élections et c'est la gauche nationaliste de Ecevit et la droite hyper nationaliste de MHP qui avaient été les gagnants de ces élections. Ils ont eu des stratégies d'instrumentalisation du problème kurde. Tayyip Erdogan, à sa manière, a voulu aussi instrumentaliser le problème kurde, à la fois en voulant donner l'impression qu'il allait résoudre le problème kurde et que les Kurdes allaient finalement le soutenir, mais il s'est rendu compte que quand il avance sur la résolution du problème kurde, bizarrement, les Kurdes deviennent plus kurdes et s'approprient beaucoup plus le parti pro-kurde. Et ça, c'est quelque chose qui est sociologiquement très compréhensible. Pendant des décennies et des décennies, les Turcs, ils ont dit que le kurde n'existe pas, ce sont des Turcs de montagne, la langue kurde n'existe pas. Et maintenant, d'un coup, le chef des Turcs dit ben, finalement, on va résoudre le problème kurde, on reconnaît la kurdicité des Kurdes, et les Kurdes, ils vont évidemment montrer beaucoup plus leur identité kurde dans le parti qui revendique cette identité. Et donc, Tayyip Erdogan a paniqué devant si on résout le problème kurde en partie, hein, c'était pas très engagé, mais d'un côté, les Kurdes, même qui votaient, les Kurdes conservateurs qui votaient pour lui, se retournent vers le parti kurde pour bien montrer leur kurdicité. Et puis, les Turcs nationalistes qui votaient pour Tayyip Erdogan considèrent que Erdogan est un traître et ils se retournent vers MHP. Et donc, du coup, Tayyip Erdogan a bien été tiraillé par ces deux versants. Il a préféré, évidemment, s'allier avec la majorité turque nationaliste à partir de 2016. Aujourd'hui, le problème kurde est le problème majeur en Turquie, à part le problème économique. C'est le problème majeur en Turquie. C'est le problème qui n'a pas été résolu dans la sortie de l'empire de la Turquie. Et pendant des décennies et des décennies, la majorité turque a nié les droits d'identité citoyenne, reconnaître l'identité citoyenne kurde comme identité égale. Par exemple, la revendication majeure des Kurdes, 75% du problème kurde, peut-être maintenant ça devient encore, d'autres problèmes surgissent, mais pendant très longtemps et jusqu'à récemment, la grande majorité du problème kurde, c'était essentiellement une seule revendication, la reconnaissance de la langue kurde et l'autorisation d'un enseignement en langue maternelle kurde, non pas en cours optionnel comme une langue étrangère. Pour un Kurde de Turquie, dire que le kurde est une langue étrangère, c'est comme si en France on disait aux Alsaciens, l'alsacien est une langue étrangère. Ça passe pas. Donc, dans cette configuration, le kurde est un grand problème d'angoisse pour la majorité des Turcs et c'est la peur principale de l'État turc d'une manière réflexive depuis, je dirais, la fondation de la République. Les Kurdes la peur principale, c'est que les Kurdes vont se développer, vont obtenir une reconnaissance et ils vont demander une sécession. Et ça, c'est dans le langage de l'État turc, c'est séparatisme, c'est etc. Alors aujourd'hui, l'extrême droite nationaliste, comme dans le passé, à certains endroits, arrive à créer des tensions de pogrom. Mais ces tensions de pogrom sont moins importantes, c'est surtout la répression de l'État officiel qui est aujourd'hui invraisemblable parce que ce parti qui aujourd'hui représente le 3e groupe parlementaire dans le Parlement, hein, ils sont aujourd'hui encore plus de 50 députés, ils constituent le 3e groupe parlementaire. Aux dernières élections municipales en 2019, ils avaient pu obtenir gagner 65 mairies en Turquie. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 3 mairies, je crois, en leur pouvoir. Le reste, plus de 60 mairies, 59 ou 61 mairies, ont été dessaisies par le ministère de l'Intérieur
La plupart de ces maires élus, démocratiquement élus, sont en prison ou sont dessaisis, et c'est des administrateurs provisoires, des administrateurs comme les sous-préfets ou des préfets, sont nommés par le ministère de l'Intérieur à la place comme maire. Alors là, il y a dans le discours de l'État turc, dans le discours de Tayyip Erdogan, HDP est un parti illégitime, bien qu'il soit le troisième groupe parlementaire dans le Parlement. Donc là, nous sommes dans une schizophrénie, et le problème kurde en Turquie révèle en fait un problème bien plus important, c'est le problème des Turcs. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Turcs? Qu'est-ce que la majorité turque, 80% de la population est turcophone et turque, qu'est-ce que la majorité turque veut que les Kurdes de Turquie deviennent? Si on leur demande en grande majorité, ils nous diront « nous voulons qu'ils deviennent tous turcs ». Mais ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et sur la politique extérieure, ça a un impact très important parce que l'engagement en Syrie, l'engagement en Irak, militairement de la Turquie est essentiellement guidé. En Irak, c'est exclusivement guidé par ça, et en Syrie maintenant, essentiellement guidé par la crainte de voir une entité kurde autonome au long des frontières de la Turquie. Qui apparaît, cette potentialité, cette éventualité apparaît, est perçue par l'État turc, pas simplement par le pouvoir de Tayyip Erdogan, par les militaires, par les kémalistes nationalistes, par le Parti républicain du peuple. La quasi-totalité de l'opposition, sauf l'opposition du parti HDP, le parti pro-kurde de gauche, pour tous les autres, ces éventualités sont des menaces qui sont des grandes menaces de sécurité pour l'État turc. Donc, du coup, il y a un grand consensus sur cette politique extérieure de Tayyip Erdogan à cause de la peur du problème kurde en Turquie. Très bien, je vous remercie. Peut-être nous y reviendrons après dans les questions. J'encourage d'ailleurs tout le monde à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, on y reviendra après. Je vous propose de passer à Denise Unal, de parler de l'autre gros problème majeur de la Turquie actuellement, qui est la crise économique. En effet, la Turquie traverse une grave crise économique, comme l'illustre notamment la dépréciation sans fin de la valeur de la livre turque depuis le début de l'année. Par ailleurs, l'inflation sera de plus de 20% normalement sur l'année 2021. Le président Erdogan a d'ailleurs récemment nommé un nouveau ministre des Finances. Quel est concrètement aujourd'hui l'état de l'économie turque et comment expliquez-vous cette situation? Alors, c'est une bonne question de commencer par la politique monétaire, n'est-ce pas, comme vous faites, parce que vous me parlez de l'inflation, de la dépréciation qui ressemble désormais à une dévaluation comme à l'ancienne, comme si les taux de change n'étaient pas fixés par le marché et que c'était décidé par l'État. Je vais y revenir. Derrière tout ça, il y a donc c'est la politique monétaire d'un pays, de la Turquie dont vous me parlez, et c'est une bonne chose d'attaquer par là parce que derrière cette politique monétaire, il y a la Banque centrale de la Turquie. Et la Banque centrale de la Turquie, son évolution est emblématique de ce qui se passe dans l'économie et d'une manière générale dans la gouvernance du pays. Et Ahmed disait, là il vient de dire, le problème kurde, c'est le problème majeur de la Turquie. C'est vrai. Mais moi je dirais, en englobant même le problème, enfin la grande tragédie kurde, mais en englobant même ça, la tragédie actuelle turque, le problème turc, c'est la grande désinstitutionnalisation. Désinstitutionnalisation, c'est un mot difficile. Et c'est comme, je n'arrive jamais à dire anticonstitutionnalisation, mais ça ressemble du pays. Ahmed le connaît bien, il a fait tout un livre avec Pierre-Yves Hénin qui s'appelle National capitalisme autoritaire. Et c'est un sujet donc
quand on compare les économies libérales par rapport à, comme lui il fait, à ces NACA, nationales autoritaires capitalistes. Et bien, les institutions dans ce genre de pays en prennent un coup. Soit ça peut être des formes de dictature, soit en tout cas un autoritarisme très fort, mais qui peut être un peu rationnel, soit dans le cadre comme actuel de la Turquie, il y a une telle perte de repères, de cadre institutionnel, à force de gérer le pays avec des décisions très, très concentrées, en l'occurrence pour la Turquie depuis 2018, par un régime présidentiel à outrance, eh bien, on n'a plus d'institutions qui tiennent la route. Et ça, c'est très grave pour la Turquie, pour plein d'autres pays aussi. Je vous rappellerai juste les images ahurissantes, non pas depuis la Turquie, mais depuis les États-Unis, quand il y a eu les élections présidentielles récemment, avant que Biden arrive, il y a eu une forme de chaos. On a vu Washington envahi à un moment, donc d'abord par une foule qui semblait très en colère, allait carrément attaquer le bâtiment, enfin le Congrès, et ensuite on a eu les soldats, une situation chaotique dans un pays qui finalement, j'ose peut-être la comparaison, mais il y a de quoi. Quand aux États-Unis, de la même manière que ce qui s'est passé en Turquie, mais d'une manière beaucoup plus légère, parce que les institutions américaines ont tenu. Mais quand même, il y a eu un ébranlement. Le Congrès a été attaqué par des hordes, et ensuite les militaires qui arrivent. Et bien, en Turquie, c'est ce genre de choses un peu incroyables que les Turcs eux-mêmes n'en reviennent toujours pas à chaque coup qu'on enfonce dans le désinstitutionnalisation, qui fait que eh ben, le pays, à un moment, ne fonctionne plus. Alors, le cas du domaine économique, c'est le cas le plus emblématique, peut-être actuellement, parce que ça touche le cœur même de l'électorat du président Erdogan. Les gens plutôt, donc une bonne partie des électeurs qui ont des ressources modestes. Et dans ce domaine économique, la politique monétaire et la Banque centrale, je disais, est emblématique. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Banque centrale? La Banque centrale, c'était l'institution phare des grandes réformes économiques qui ont changé le mode de croissance en Turquie au début des années 2000. Peut-être que les auditeurs, enfin les gens qui participent à cette conférence, qui écoutent, se rappelleraient-ils l'arrivée au pouvoir donc, du parti AKP avec Erdogan en tête au début des années 2000, qui a changé la donne avec une stabilité politique. Ils ont, dans la lignée de ce qui avait été déjà décidé après une grande crise, ils ont installé, ils ont laissé au moins installer des institutions bancaires, enfin, d'une manière large, monétaire, mais aussi d'autres institutions économiques qui faisaient office des autorités de régulation et qui s'inspiraient en cela, qui s'appuyaient de ce qui se passait en Europe et dans les pays avancés d'une manière générale, à l'aide du FMI et aussi dans le cadre de la volonté d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, petit à petit, au début des années 2000, on avait mis en place des autorités de régulation, notamment une banque centrale indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance de la banque centrale? C'est en grande partie, c'est son indépendance par rapport au trésor du pays.
C'est par rapport donc, au ministère de l'économie et pour mener la politique monétaire pour les taux d'intérêt, c'est son instrument vraiment le plus important, ou bien donc la régulation de la masse monétaire. En gros, pour ne pas entrer dans le détail, ce qui s'est passé, disons, dans la première décennie du pouvoir d'AKP et d'Erdogan, il s'agit donc de passer à un mode de croissance économique où le pays s'autorégulait avec ses propres institutions. Le marché intérieur était devenu encore plus important qu'avant, mais aussi on avait des exportations qui allaient de plus en plus dans le haut de gamme de prix, petit à petit, alors qu'auparavant, c'est, comme dans beaucoup de pays en développement, la compétitivité par les prix dans les exportations qui prévalait. Et surtout, le revenu des Turcs augmentait. Jusqu'à 2012, les revenus des Turcs par tête a augmenté, a triplé. Et c'était vraiment dans la base des réussites électorales d'AKP et d'Erdogan dans tout type d'élection. Donc, je vous ai dit, il y a eu une forme de convergence aussi des revenus au sein de la Turquie par ce mode de croissance, disons, vertueux, entre guillemets. Il y avait plein de problèmes en arrière-plan, mais c'était une convergence spatiale. Et disons, l'Est du pays a rattrapé l'Ouest du pays en termes de revenus, mais aussi entre secteurs, il y a eu une forme de convergence dans le secteur manufacturier. Et puis, petit à petit, je ne m'attarde pas sur les raisons politiques, géopolitiques, de ce qui s'est passé dans le pays, on s'est éloigné de cette politique. Et surtout, peu à peu, avec la perte aussi de l'ancrage européen, de l'éloignement de l'Europe, la Turquie est venue à ne plus se réguler d'une manière autonome, si vous voulez, dans le cadre des autorités et des institutions. En ce qui concerne sa banque centrale, depuis la présidentialisation du régime, maintenant on est gouverné par un seul homme qui décide mais vraiment de tout, depuis la nomination des présidents d'université jusqu'au niveau des taux d'intérêt pour l'ensemble de l'économie. Donc, dans ce régime-là, en 3 ans, par exemple, les 3 dernières années, la Banque centrale a vu changer 3 gouverneurs, alors que jusqu'alors, ils faisaient leur mandat jusqu'au bout 5 ans. Là, tous les ans, ils changent. Pourquoi ils changent? Parce que parfois, entre 2 gouverneurs, par exemple, Erdogan essaie de quand même rattraper le coup parce qu'il voit que, bon, ça ne marche pas si bien que ça. Et après, quand un gouverneur vient à utiliser une politique, enfin, à mener une politique monétaire qui est à peu près raisonnable pour le système d'économie libérale, entre guillemets, dans lequel la Turquie essaie de se retrouver, eh bien, il est démissionné. Mais aussi parce que Erdogan essaie de faire la chose suivante. Il dit comme postulat que l'inflation est une conséquence des taux d'intérêt élevés. Alors moi, ce que je vais faire, je vais baisser ces taux d'intérêt et l'inflation va baisser. Il se trouve que pour ne pas entrer dans le détail, ça ne marche pas très bien comme ça dans une économie qui est très intégrée dans les marchés financiers et tout. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un taux de change convenable, des taux d'intérêt comme on veut, et puis les capitaux qui vont venir et sortir du pays comme ils veulent. On ne peut pas avoir les 3 choses à la fois. Ce qui se passe en Turquie, actuellement, depuis vraiment précisément, donc depuis que votre numéro
sur la géopolitique de la Turquie, par exemple, est sorti depuis cet automne, on a la livre turque qui a encore perdu 40% de sa valeur. Donc, tout à l'heure, on discutait entre nous. Pour la revue, on avait écrit 40% depuis le début de l'année. Maintenant, c'est 80%, plus de 80% depuis le début de l'année. Et parce que la livre turque ne valant plus rien du tout, ne rapportant plus rien, le pays se dollarise. Il y a tout le monde, tous les Turcs, parce qu'ils peuvent, c'est pas comme en France. En France, on le peut, mais c'est pas dans les usages, achètent des dollars, ils ont des comptes en dollars, et les comptes en dollars dans les banques en Turquie sont nettement supérieurs aux comptes en livres turcs. Et actuellement, 60% des comptes en Turquie sont en dollars. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et dans ce cas-là, personne, puisque le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire une fois que vous avez éliminé l'inflation va vers une hyperinflation maintenant. Dans quelques mois, on peut se trouver très bien avec 30%, mais après, plus de 100% aussi. La Turquie a déjà connu cette expérience. Eh bien, la livre turque ne signifie plus rien. Les gens, pour pouvoir un peu stabiliser, donc, transforment leur salaire aussitôt en dollars. Alors, je suis consciente que j'ai pris trop de temps, mais pour aller juste à ce que je voulais dire, cette institution ne pouvant pas mener d'une manière logique la politique qu'elle devrait mener d'une manière autonome, et bien, étant menée par Erdogan selon sa propre logique, est emblématique du mal qu'une désinstitutionnalisation peut donner au pays. C'est ce que je voulais dire. À l'heure actuelle, vous avez parlé du changement du ministre de l'économie. En réalité, le ministre de l'économie a pu enfin démissionner. Ça fait un bout de temps qu'il veut démissionner parce qu'il ne voulait plus gérer le pays comme ça. Et donc, on a nommé quelqu'un comme ministre de l'économie, quelqu'un qui a fait son doctorat sur le parti AKP. Ce n'est pas du tout un économiste. Je ne sais pas dans quel domaine, est-ce que c'était des sciences politiques ou sociologie, sa thèse, mais ça n'avait rien l'économie. Donc, c'est ce monsieur-là qui va devoir gérer et qui va devoir mettre en place le nouveau modèle économique turc, qui est donc national, et que le président dit qui doit ressembler au modèle économique chinois. À savoir que les Turcs vont pouvoir exporter à des très bas prix et puis avec ces exportations, ils vont pouvoir créer des excédents commerciaux énormes et c'est comme ça on va pouvoir baisser l'inflation. Sauf que ça ne marche pas. Déjà, la Turquie était déjà passée par là pour voir que ça ne marchait pas. C'était avant l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Il y a 20 ans, on avait ce genre de modèle. Et qui n'est pas un modèle chinois parce qu'en même temps, les Chinois, l'économie chinoise est une économie d'une superpuissance actuellement qui est beaucoup basée sur l'investissement, qui est sur ses propres fonds et où il y a beaucoup de recherche, l'enseignement est très important, tout ça, il n'y en a pas en Turquie. Et en tout cas, on essaie de montrer une économie qui ne marche pas comme un nouveau modèle. Un nouveau modèle où il y a un accroissement des inégalités énormes maintenant à l'intérieur du pays et les inégalités qui avaient déjà été très accrues avec la crise du Covid. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant et pourquoi on mène une telle politique économique? Et parfois, vous savez, ça dépense l'entendement. Dans ce qu'il essayait de dire Ahmet aussi. Donc, parfois, moi, personnellement, je ne sais pas, je pensais à l'expérience des rois fous du temps de l'Empire ottoman. Est-ce qu'on peut, quand on a un seul homme au pouvoir, est-ce qu'on peut arriver à des extrémités là? Mais c'est peut-être pas très fou. Et c'est que simplement, c'est peut-être une préparation
à des élections, mais vraiment qui peuvent être, certains commentateurs même qui sont proches de AKP disent ça, il va passer à des élections globales. Ce seraient des élections même aussi bien présidentielles, législatives que même municipales. Et d'ici là, donc, en menant une telle politique, parce qu'en même temps, il essaie d'augmenter actuellement le salaire minimum, le SMIC, disons, en Turquie. Et en essayant de aussi donner beaucoup d'aide de la part de l'État aux fonctionnaires, mais aussi des aides directes à la population, il va essayer de faire des élections et remporter encore la mise. Et là, pour terminer, est-ce qu'il peut y arriver ou ne pas y arriver? C'est toujours, il peut y arriver, peut-être. Parce que en Turquie, le problème, il y a un problème du pouvoir, mais aussi il y a un problème de l'opposition. Et le parti kurde, l'isolation des Kurdes est un grand problème d'opposition. Et si l'opposition n'arrive pas à se réunir avec le parti HDP, je crois que le pouvoir actuel peut remporter la mise malgré le problème économique. Voilà. Je vous remercie. J'avais une autre petite question, mais comme on doit respecter le temps, Pardon, on y reviendra peut-être après avec les questions du public, que j'invite toujours à aller poser des questions dans le chat. J'avais une dernière question pour Jean-Marc Roux, en guise de conclusion à toutes ces interventions. Que pense la société turque de la situation actuelle du pays? Outre la crise économique et sanitaire dont on a parlé, le pays fait aussi face à une crise environnementale sévère qui inquiète de plus en plus la population. Dans quelle mesure tous ces sujets constituent-ils des enjeux pour les prochaines élections en Turquie? Et que fait Erdogan? Comment se positionne-t-il par rapport à ces problèmes dont il est a priori responsable, puisque c'est lui qui décide de tout, si j'ai bien compris? Je crois que c'est quand même relativement difficile de savoir désormais ce que pense la société turque, parce que on est dans une société qui s'est considérablement rigidifiée, en tout cas dans un régime qui s'est considérablement rigidifié. Il faut bien le voir avec une presse qui est, en tout cas, les grands médias mainstream sont désormais dans les mains du pouvoir. Avant, il y avait un relatif partage des médias, mais depuis maintenant 3 ans, tout ça est terminé. Donc, bon, il y a des sondages qui sont à l'heure actuelle électoralement très défavorables à l'AKP, donc il est difficile malgré tout de cerner ce que pensent les Turcs. Simplement, on sait qu'il y a quand même un fort mécontentement que Denis effectivement évoqué, les réactions très concrètes des gens qui ouvrent des comptes en dollars, qui mettent à l'abri ce qu'ils peuvent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fort mécontentement. Après, il y a une autre donnée, c'est que lors des prochaines élections, il y a toute une nouvelle génération qui va voter. Et cette nouvelle génération, bon, elle n'a pas tout à fait les mêmes vues que les précédentes, et notamment que celles qui avaient voté pour Erdogan. Donc, il y a une inconnue à ce niveau-là. Et puis, comme vous le disiez, il y a quand même de nouveaux phénomènes qui frappent cette société en particulier. Bon, la politique des grands travaux de Recep Tayyip Erdogan avait beaucoup marché pour finalement recueillir un soutien de la population, avait été très largement à une époque, encore que quand on regarde au cours de la dernière décennie, cette politique de grands travaux, quand on regarde le mouvement de Gezi en 2013, cette politique de grands travaux avait déjà été contestée. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut voir l'impact du réchauffement climatique et des différentes atteintes à l'environnement. Bon, c'est quelque chose qui est très palpable pour la population. C'est finalement cette morve de mer qui a envahi la mer de Marmara depuis des mois.
au moment même où le régime dit on va faire un canal, annonce son projet de canal Istanbul, qui n'a peut-être pas les moyens financiers d'ailleurs de réaliser. Mais si vous voulez, il y a une contradiction là entre la politique de grands travaux du régime qui continue à être affichée et puis finalement ces atteintes à l'environnement. Il faut bien voir que la Turquie est un pays qui a été particulièrement frappé. Alors, je parlais de ce problème maritime en Marmara, mais également, elle a été particulièrement frappée cet été par les incendies de forêt dans le sud-ouest de la Turquie, qui ont été des choses qui n'avaient jamais été vécues, totalement inédites, tout au moins dans cette ampleur. Et donc, ça, ce sont quand même des questions. On sait également, on avait observé également que dans de longue date, il y a des problèmes environnementaux qui se posent au niveau de la mer Noire avec la conduite d'une politique hydroélectrique qui est un petit peu très offensive et qui frappe les populations. Donc, il y a cette vision de progrès qui risque effectivement là aussi d'être débordé un peu par les réalités environnementales de la Turquie. Et ça aussi, c'est une donnée qui peut intervenir. Alors bien sûr, les problèmes environnementaux apparaissaient comme un peu éloignés, mais désormais, là aussi, et c'est quelque chose vraiment de nouveau, non pas les problèmes environnementaux en eux-mêmes, mais le fait qu'ils frappent directement une population qui, par ailleurs, est frappé par la crise économique. Et tout ça, à mon avis, est quelque chose qui peut peser lourd lors des prochaines élections, effectivement. Et est-ce que le président Erdogan… On ne vous a pas entendu, Thomas. Vous m'entendez? Oui, mais on n'a pas entendu votre question. Pardon. Je vous demandais, est-ce que le président Erdogan essaie vraiment de trouver des solutions, notamment par rapport à ces problèmes environnementaux, ou est-ce qu'il se positionne vraiment là-dessus, ou est-ce qu'il passe un peu au-dessus et il se dit que ça va passer avec le temps? J'interviens juste 2 secondes. Non, je ne pense pas, parce qu'il a même aggravé, même si la Turquie a fini par signer donc l'accord de Paris dernièrement, là, juste avant la conférence de Glasgow, et ben, les grands projets, les projets pharaoniques réalisés par AKP ont au contraire été toujours contre l'environnement. Si on prend par exemple le grand aéroport d'Istanbul, qui est voué à devenir le pratiquement premier aéroport au monde, ça a été mis sur des endroits qui vraiment détruisant les écosystèmes. Et juste tout proche, le grand projet du Grand Canal, le canal Istanbul là, qui doit traverser, c'est au niveau environnemental, c'est vraiment une forme de grande catastrophe, sans parler la Turquie est en train de devenir une forme de déchetterie pour l'Europe, parce qu'elle importe massivement, c'est une source de revenus pour elle, ne serait-ce que par exemple tout ce qui est les déchets plastiques, elle a pris la place, effectivement, c'est le modèle chinois à certains égards, la place de la Chine qui n'importe plus dans le traitement des déchets plastiques, en particulier de l'Europe, mais qu'elle n'arrive pas à traiter. Donc tout ça, c'est une économie. Enfin, il y a plusieurs rapports des Nations Unies et de l'OCDE qui montrent que le modèle économique va droit au mur du point de vue environnemental. Et avant que je te laisse, j'ai vu juste une question posée par Yann Billon. Voilà. Effectivement, c'est un rapport avec l'économie. C'est la première question. Voilà. Le financement des nombreux engagements militaires à l'extérieur ainsi que des opérations de soft power dans diverses régions est-il un fardeau important pour le budget de l'État et est-il tenable à terme?
Alors ça, c'est assez, je pense que ça peut être tenable, mais là aussi bien, enfin c'est surtout Jean, mais Ahmed pourrait répondre aussi, mais économiquement, c'est une source de revenus importante, hein, maintenant l'industrie militaire pour la Turquie. Et la Turquie a assez bien réussi dans ce domaine. Et en revanche, la Turquie, géopolitiquement, est dans une situation désastreuse et elle subit des sanctions, notamment de la part des États-Unis. Et ces sanctions se sont en particulier manifestées, concrétisées dans le domaine militaire. La Turquie n'arrive plus à s'approvisionner en termes de pièces détachées. Et ça empêche le fonctionnement de plein de ces chaînes de production militaires. Et elle a trouvé le moyen d'essayer de contourner, ce qui nous amène encore vers un droit dans un autre conflit géopolitique. Par exemple, pour ces drones, elle est, depuis maintenant longue date, en alliance avec l'Ukraine. Et par ailleurs, elle mène une relation de voisinage très importante avec la Russie. Et actuellement, on se trouve en plein conflit, hein, un conflit mondial à cet égard, où la Turquie se trouve entre la Russie et l'Ukraine dans un problème entre l'OTAN et la Russie. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole à mes camarades. Jean-Marc ou Ahmed Itzel, vous vouliez réagir à cette question? Effectivement, là, je pense que sur ces interventions militaires, il y a un gain effectivement pour la Turquie qui est, on l'a bien vu pour les drones, hein, le fait que, eu égard aux démonstrations qui ont été faites par les drones turcs, il y a un certain nombre de pays qui ont manifesté leur intérêt pour les drones, mais en même temps, cette industrie militaire, bon, comme elle a recours beaucoup à des pièces extérieures qui sont fabriquées à l'étranger, elle se retrouve parfois dans des situations difficiles. Et puis, de toute manière, la politique internationale de la Turquie, bon, notamment son rapprochement avec la Russie, qui d'ailleurs est incertain, parce que comme on le disait, il y a à la fois un rapprochement avec la Russie, mais aussi des liens forts, que ce soit sur le plan politique. La Turquie n'a jamais reconnu, par exemple, l'annexion de l'Ukraine, de la Crimée par la Russie, que ce soit sur le plan économique. Elle va effectivement produire conjointement des drones avec l'Ukraine. Donc, elle se retrouve dans des situations qui sont assez difficiles à tenir. Sur le plan international, c'est cette politique du grand écart où finalement on continue ces vieilles alliances et on essaye justement d'obtenir des avantages en se rapprochant en quelque sorte de nouveaux amis. Donc je crois que c'est une politique qui est là aussi sur le plan international très difficile, et cette politique de militaire, bon, bien sûr, apporte certains avantages, mais elle pose également d'autres problèmes qui sont quand même difficiles à résoudre, parce que la Turquie se retrouve en contradiction. Également, sur le plan des sanctions, il y a quand même des sanctions. Bon, l'affaire des commandes de S-400, donc de missiles de défense russes, pose maintenant un vrai problème à la Turquie, qui est celui du renouvellement de sa flotte aérienne, de sa flotte aérienne de combat, puisque la Turquie était, on le sait, dans le programme F-35, le Congrès l'a exclu, et que maintenant, bien finalement, elle en est à redemander aux États-Unis de pouvoir acheter des F-16, parce que justement, elle est bloquée dans le renouvellement de sa flotte aérienne de combat, de racheter des F-16 et d'acheter des kits de modernisation de F-16. Donc, c'est
je dirais que où qu'on regarde, finalement, on est toujours dans cette politique un petit peu contradictoire et qui laisse des perspectives un peu incertaines, quoi. Et j'ajouterais, Jean, là-dessus que justement, pour revenir à la désinstitutionnalisation, la diplomatie turque a été complètement dérégulée aussi, si j'ose dire. C'est devenu dans un premier temps une forme de diplomatie militaire, mais donc dans son isolement, la Turquie souffre aussi. C'est parce qu'elle n'a plus vraiment une stratégie cohérente sur le plan international maintenant. Question militaire, j'ajouterais par rapport à la question qui a été posée, il y a aussi évidemment sur cette question d'engagement militaire de la Turquie à l'extérieur de ses territoires, il y a un coût opérationnel, puisque aujourd'hui la Turquie a à peu près 50 000 soldats qui sont hors territoire de la Turquie. Il y en a à peu près 30-35 000 en Chypre du Nord, il y a des soldats en Afrin, il y a des soldats à Djerablus, il y a des soldats, 4-5 bases militaires en Irak du Nord, il y a des soldats, des officiers d'encadrement en Libye, il y a des officiers instructeurs en Somalie, dans une base militaire la plus importante de la Turquie hors territoire, à part le Chypre du Nord. Il y a aussi une base militaire au Qatar, avec une unité combattante sur place. Donc, tous ces déploiements, 50 000 soldats, c'est quelque chose qui n'est pas hors territoire. Cela signifie en plus qu'ils ont ce sont tous, désormais, la Turquie n'emploie pas sur le territoire de conflit les soldats qui font leur service militaire. Ce sont tous des soldats professionnels, donc du coup, ils sont tous salariés avec un salaire qui n'est pas négligeable et surtout, hors territoire, ces salaires sont élevés. Donc, il y a un coût opérationnel puisque les bénéfices de ces opérations, évidemment, ça peut être aussi les ventes d'armement. La Turquie a augmenté considérablement ses exportations d'armement, pas simplement les engins des drones armés, mais aussi des munitions, etc. Il exporte vers le Pakistan, vers l'Afrique, des munitions, des armements légers en tout cas. Mais la Turquie est un exportateur, mais en même temps importateur important d'armement. C'est-à-dire que avec la détérioration de la livre turque, évidemment, le coût d'importation de ces armements augmente. La part du budget de la sécurité dans le budget de l'État augmente considérablement. Et surtout, quand on regarde en termes de PIB en dollars, comme le PIB en dollars diminue, mais le coût des importations est en dollars, la part des dépenses militaires dans le PIB en dollars augmente encore plus. Ce n'est pas encore, ça ne dépasse pas 3% du PIB, mais déjà aujourd'hui, c'est autour de 3% du PIB, ce qui est une dépense relativement importante. Est-ce qu'il y a un bénéfice de cela économiquement? C'est discutable. Pour la Libye, la Turquie utilise des mercenaires syriens dont le coût est financé par le Qatar. Les salaires des mercenaires sont financés par le Qatar. La Turquie finance en partie les djihadistes en Syrie. Qatar finance la plus grande partie, mais les engagements contre le PKK, par exemple, en Irak et sur le territoire turc, mais surtout en Irak, sont des engagements très coûteux. Et est-ce qu'au sein de la population turque, il y a un mécontentement vis-à-vis de ces engagements extérieurs et des dépenses de défense? Non. Malheureusement, c'est ce que je disais pour le nationalisme. L'opposition, à part HDP,
n'a pas de critique majeure sur la politique extérieure de Tayyip Erdogan, aussi bien sur l'Azerbaïdjan, le soutien à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, l'intervention en Irak, l'intervention en Syrie, l'occupation de Chypre du Nord, le conflit avec la Grèce, les revendications sur les zones économiques exclusives dans la mer Égée et dans la Méditerranée orientale. Sur toutes ces questions-là, le Parti républicain du peuple, le parti le Parti nationaliste centriste, c'est-à-dire les deux principaux partis d'opposition, soutiennent grosso modo Tayyip Erdogan. Sauf pour la Libye, éventuellement, il y a un peu de critique. Mais là aussi, je pense que si Tayyip Erdogan partait et que c'est l'opposition qui formait le gouvernement, il faut s'attendre à ce que la politique extérieure de la Turquie actuelle, avec moins d'agressivité, moins de défis à l'Occident, mais dans la pratique, continuera. Il n'y aura pas de retrait ni de l'Irak, ni de la Syrie, ni du Chypre, ni de Libye, mais peut-être un peu plus de dialogue avec l'Occident et moins de défis et d'injures vis-à-vis des alliés occidentaux. Mais sinon, la grande majorité de la politique extérieure est soutenue par une grande partie de la population. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que Tayyip Erdogan essaie systématiquement de capitaliser pour sa politique intérieure. Très bien. Il y avait une deuxième question qui peut-être s'adressera à Jean-Marc Roux, qui parlait de la Russie. Quelles sont la nature des relations entre la Russie et la Turquie en ce moment? Peut-on considérer la Russie comme un allié solide du régime d'Erdogan, alors que ces deux pays peuvent être en désaccord sur des sujets régionaux comme la Syrie ou la Libye? Ou l'Ukraine, peut-être. Oui, ben c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire cette politique du grand écart qui est menée maintenant depuis plusieurs années, mais dont on voit bien aussi que finalement, elle est difficile à tenir, hein, et qu'elle comporte des contradictions. Je crois aussi que cette politique du grand écart doit affronter à l'heure actuelle la nouvelle présidence américaine, parce que la nouvelle présidence américaine, je pense, a une vision beaucoup plus polarisée du monde, hein, notamment avec cette idée de nouvelle guerre froide, et que donc, finalement, dans ce cadre, cette politique, justement, consistant à, d'une part, avoir des relations proches, notamment sur des territoires, sur des théâtres d'opérations régionaux avec la Russie pour en expulser un petit peu, expulser du règlement, comme on le voit en Syrie, les Occidentaux, et puis en même temps rester un pays de l'OTAN. C'est une position qui, à mon avis, est beaucoup plus difficile à tenir aujourd'hui. Donc, je crois que la Turquie va probablement essayer de continuer à jouer ce jeu. On le voit en Ukraine, elle propose ses bons offices en disant nous sommes à la fois liés à l'Ukraine et en même temps à la Russie, donc nous pouvons probablement jouer un rôle dans un règlement, mais en même temps, je ne sais pas si cette politique est vraiment, rapportera autant d'avantages qu'elle a pu apporter ces dernières années à la Turquie dans les années qui viennent. Je pense qu'il y a un petit peu un essoufflement malgré tout de cette politique. Par ailleurs, économiquement, les deux pays sont très liés du point de vue énergétique. La Turquie a une très forte dépendance énergétique et une bonne partie, en particulier pour le gaz naturel, hein, ces importations viennent de la Russie et elle représente, la Turquie elle-même, je crois, le second marché du gaz en Europe après l'Allemagne. Donc, c'est un client important, la Turquie, pour la Russie. Par ailleurs, au niveau de toutes sortes de choses, même ses exportations agricoles ou bien son tourisme, la Turquie maintenant a des relations très étroites avec la Russie. Ce n'est pas un partenaire à fâcher normalement.
Très bien, je vous remercie. Une petite question, vous parliez de l'Allemagne. Les dernières années, il y a eu, enfin, au cours des dernières décennies, il y a eu sur le plan économique la construction Euh, d'une relation. Pardon. Oui, je vous dis m'entendez? la consolidation d'une relation qui explique probablement aussi que cette relation énergétique, mais aussi plus généralement économique, et permettent à ces deux pays de surmonter des désaccords qui sont souvent importants. Et soulignons, Jean, on n'a pas parlé, par exemple, au niveau environnemental, mais énergétique, le premier centrale nucléaire qui va être bientôt mis en, enfin, va s'ouvrir bientôt au sud de la Turquie, c'est russe. Oui, oui. Très bien. J'avais une question par rapport à la relation avec l'Allemagne, puisque la Turquie et l'Allemagne ont une relation un peu particulière, notamment du fait de la diaspora turque en Allemagne. Est-ce que l'arrivée du nouveau chancelier en Allemagne peut influencer sur l'évolution des relations entre la Turquie et l'Allemagne et la Turquie et l'Union européenne? La chancelière Angela Merkel avait une politique qu'on a eu du mal à analyser. C'était une politique d'accommodement avec Tayyip Erdogan. Alors, on pensait que c'était parce que l'Allemagne avait très peur des réfugiés qui pouvaient être lâchés par Tayyip Erdogan vers l'Allemagne, mais c'est probablement plus profond que ça. Et Angela Merkel a vraiment tenu, pas simplement maintenant, même en 2015, entre deux élections législatives, alors que Tayyip Erdogan et son parti mettaient le pays en feu et en sang. Elle est allée visiter la Turquie 2 semaines avant les élections qui étaient répétées, anticipées en automne 2015. Et depuis, Angela Merkel a eu une politique d'accommodement vraiment avec Tayyip Erdogan particulièrement. Le nouveau gouvernement aura probablement beaucoup plus de distance et d'exigence. D'abord, les Verts sont présents, c'est la deuxième force du gouvernement allemand, et les Verts sont beaucoup plus exigeants sur la question des droits de l'homme. En tout cas, en opposition, ils étaient très exigeants sur la question du respect des droits de l'homme en Turquie, très critiques vis-à-vis du pouvoir de Tayyip Erdogan, de l'autocratie de Tayyip Erdogan. Les sociodémocrates, bien que les affaires étrangères étaient tenues par les sociodémocrates dans le gouvernement d'Angela Merkel, sur la question turque, c'est Angela Merkel qui gérait directement les choses. Maintenant, les affaires étrangères, c'est dans les mains des Verts, du coprésident verte. Donc, je ne sais pas si les relations sont aussi favorables ou compréhensives, disons, vis-à-vis des excès de Tayyip Erdogan, parce qu'Angela Merkel avalait quand même des couleuvres que Tayyip Erdogan avait traité même Angela Merkel de nazi, c'est à un moment donné. Et ceci n'avait pas eu tellement d'impact sur le comportement de l'Allemagne. La seule chose que l'Allemagne a fait, par contre, il faut reconnaître, mais c'est le Parlement allemand qui avait imposé, c'est refuser la poursuite du contrat de modernisation des chars d'assaut turcs. Et depuis cette date, cette modernisation est suspendue parce que l'Allemagne refuse de livrer les moteurs d'engrenage, les pièces d'engrenage des moteurs des chars d'assaut, et la Turquie ne trouve pas de substituer. Ils ont cherché du côté de Corée du Sud, mais ça n'a pas marché. Et donc, la modernisation des chars Altay est suspendue depuis 3 ans. C'est la seule contrainte que l'Allemagne a imposée, à ma connaissance, contre la Turquie. La deuxième contrainte, mais qui ne vient pas de Angela Merkel, mais c'est de la société civile, qui a une conséquence économique importante. Volkswagen avait un projet d'investissement dans la région d'industrie automobile de la Turquie à Bursa pour 1 milliard d'euros, qui transformait
vraiment Volkswagen transformait et ils arrivaient à assembler les voitures, je crois que les Polo ou quelque chose comme ça, en Turquie. Et Volkswagen, explicitement, a suspendu et annulé son projet d'investissement après l'occupation de la Turquie de Afrin, en disant que cet investissement en Turquie pouvait desservir son image de marque. Ça, c'est un coût relativement important que la Turquie, Tayyip Erdoğan et ses comparses n'évoquent pas beaucoup, mais c'est pour image de marque, c'est-à-dire pour la politique extérieure et la politique anti-kurde de Tayyip Erdoğan. Volkswagen a refusé de faire son investissement majeur et je crois qu'il a choisi Slovaquie à la place de la Turquie ces derniers mois. Donc, il va y avoir probablement un peu plus de tension. Est-ce que Macron ou la politique française et la politique allemande vont être plus convergentes vis-à-vis de la Turquie? C'est possible. Comme vous savez, aujourd'hui, le pays qui est le plus en conflit avec la Turquie au sein de l'Union européenne, à côté de la Grèce, c'est la France, qui a une position très hostile et ouvertement hostile à la Turquie. D'ailleurs, Macron n'hésite pas à le prononcer. Et la France est en position conflictuelle, ouverte, militaire, au moins sur 3 territoires, sur la Libye, sur la Syrie, sur 4 même, sur l'Azerbaïdjan, sur la question arménienne, sur le Haut-Karabakh, et la France vient de signer un accord de coopération militaire avec la Grèce, explicitement contre la menace que perçoit la Grèce face à la Turquie. Donc, c'est un accord contre la Turquie militaire que la France a signé avec la Grèce, alors que les 3 sont les pays de l'OTAN en même temps, ce qui est un peu une situation atypique et très peu vue jusque-là au sein de l'OTAN. Donc, ce n'est pas l'Allemagne particulièrement, mais c'est la France qui aujourd'hui représente la tête de file, le chef de file de campagne ou de position contre la Turquie au sein de l'Union européenne. Je voudrais juste dire à cet égard, ce qu'il dit par rapport à Ahmed parle beaucoup en se plaçant du point de vue évidemment des droits de l'homme et de ce qui se passe en Turquie, mais j'ai comme impression que l'Allemagne peut ne pas changer tant de politique que cela parce que profondément, en 2015, si Angela Merkel est venue en Turquie, c'est parce qu'il y avait un problème de réfugiés énorme, de réfugiés syriens qui restaient pour beaucoup en Turquie, mais en partie voulaient aller vers l'Europe et qui étaient en train de mourir dans la Méditerranée. Et l'Allemagne a ouvert donc ses frontières au sein de l'Europe, le seul pays à ouvrir autant, en acceptant près d'1 million de Syriens. Et il faut dire que ce n'était pas uniquement par bonté de cœur ce qu'il a fait, c'était d'une pierre deux coups. L'Allemagne, actuellement encore, après avoir digéré ces réfugiés qui, il faut dire, qui étaient beaucoup plus qualifiés que ceux qui restent actuellement en Turquie, l'Allemagne a chaque année besoin, et c'est le Bureau fédéral de la main-d'œuvre qui déclare, de 400 000 travailleurs qualifiés en Allemagne. Et ils sont en train d'envisager actuellement, dans le cadre du nouvel gouvernement, une nouvelle politique pour accepter des jeunes, même sans qualification, enfin des jeunes pour les études universitaires, pour pouvoir justement combler leur déficit à cet égard, parce qu'ils sont une population vieillissante. Et à cet égard, c'est l'un des avantages comparatifs, si j'ose dire, de la Turquie, d'avoir une population aussi, non seulement avec ces réfugiés qui sont chez elle, sans parler d'utilisation des réfugiés de la part des Turcs aussi, j'entre pas dans, mais pour les Turcs eux-mêmes, qui ont une population beaucoup plus jeune que par rapport aux pays européens, et que
Malheureusement, beaucoup de Turcs, il y a une migration des cerveaux turcs, de tous les intellectuels turcs qui essaient d'aller vers des pays plus démocratiques actuellement. Donc, il y a tout un enjeu que l'Allemagne exploite autrement que d'autres pays européens. Je voudrais vraiment dire, je ne pense pas que l'Allemagne, c'est des gens très finalement pragmatiques en face. Par ailleurs, je m'arrête là. Il faut aussi considérer, pas seulement dans la région, l'Allemagne et la France maintenant effectivement qui est devenue une sorte de figure de proue par rapport à l'opposition dans la région vis-à-vis de la Turquie, mais il faut considérer un acteur majeur qui n'est plus dans l'Union européenne et qui est le Royaume-Uni. Et actuellement, moi, ce que je vois en arrière-plan, et ceci explique beaucoup les nouvelles relations qui se nourrissent entre les pays arabes comme Arabie Saoudite ou les Émirats arabes qui reprennent langue avec la Turquie, derrière ça, visiblement, il y a une influence britannique qui est en train de recomposer la zone avec les États-Unis. Donc, les choses sont beaucoup plus complexes et la Turquie, sans doute, ne pourra pas être exclue, un si grand pays régional, des enjeux de pouvoir géopolitique. Je vous remercie. On va passer à une autre question du public qui était plus de politique intérieure. Une question de Laurence Monod qui vous remercie pour ces éclairages. Quels sont les objectifs du MHP en matière de politique intérieure? Y a-t-il au sein de l'AKP des possibilités d'exprimer en interne une opinion dissonante? Quelles sont les chances que l'opposition CHP et HDP s'allient ou ne s'allient pas dans le cadre d'élections? Pour la position de MHP, c'est une position d'opportunisme parce que c'est un parti qui ne pèse pas lourd aujourd'hui. D'ailleurs, il n'a jamais pesé très lourd électoralement. Il a pesé plutôt idéologiquement avec ses capacités de mobilisation des cadres bureaucratiques et influencer un peu les cadres militaires sur la base de discours hyper nationalistes. Aujourd'hui, MHP évidemment, a une position très confortable parce qu'à la fois, il ne participe pas directement au pouvoir puisque le gouvernement est composé exclusivement des membres de l'AKP, mais ils font partie de la coalition et donc, du coup, ils bénéficient de tous les clientélismes bureaucratiques, dans l'entrisme dans les institutions administratives, dans l'administration publique. Ils utilisent cette manne qui leur manquait depuis très longtemps, puisque depuis 2002, ce parti était éloigné, était mis en distance du pouvoir et il tient particulièrement debout grâce à cet entrisme dans la bureaucratie, aussi bien ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé et ministère de l'Éducation nationale particulièrement. Et l'armée, naturellement. Alors, le MHP aujourd'hui pousse Tayyip Erdogan à une position beaucoup plus radicale, beaucoup plus anti-kurde et beaucoup plus anti-occidentale et beaucoup plus agressive vis-à-vis de l'opposition. N'oublions pas que c'est grâce au feu vert et un changement brutal de position du leader du MHP que Tayyip Erdogan a pu faire passer ses amendements constitutionnels en 2017 pour instaurer un régime présidentialiste, hyper présidentiel. Jusque-là, MHP se refusait et donc du coup, il n'y avait pas aucune chance de passer au Parlement et au référendum. Donc, du coup, aujourd'hui, MHP a une position très confortable, n'a pas la responsabilité du gouvernement, mais a les avantages d'être allié au gouvernement. Et on ne sait pas si Tayyip Erdogan perdait encore plus son soutien électoral avec la crise économique, s'il n'arrive pas à contrôler la crise économique, on ne sait pas. Pour le moment, où va aller la Turquie, on ne sait pas. C'est vraiment il n'y a aucune prévisibilité possible. Tout ce qu'on peut dire sur
l'avenir dans un an d'économie turque, ce sont des hypothèses et il y a aucune possibilité de prévoir quoi que ce soit. Tayyip Erdogan, demain, peut faire pression sur le gouverneur de la Banque centrale pour faire baisser encore plus les taux d'intérêt de la Banque centrale ou pas du tout. Mais tout ceci, c'est dans une brouillard absolu et MHP peut, au dernier moment, peut descendre du train de Tayyip Erdogan, peut totalement inverser les choses parce qu'il n'a pas la responsabilité du pouvoir. Alors, MHP essaie aujourd'hui d'être le parti faiseur de roi et un peu, je dirais, le régent du roi. Hein? Mais le roi est en même temps, il est majeur et il domine. Mais il a le statut de régent du roi. Tayyip Erdogan consulte très régulièrement, systématiquement, le président du parti MHP pour ses décisions, pour les principales décisions de politique intérieure. Politique extérieure, il est beaucoup plus indépendant. En ce qui concerne HDP, HDP est un parti qui a un dialogue aujourd'hui, ce qui est nouveau et ce qui est important, qui a un dialogue avec le Parti républicain du peuple. En revanche, l'allié du Parti républicain du peuple, le parti dissident du MHP, qui est nationaliste centriste, ne veut pas du tout, ne veut entendre parler absolument pas du HDP. Ce qui fait qu'il est impossible au jour d'aujourd'hui qu'il y ait une alliance explicite entre le Parti républicain du peuple et HDP. Et d'ailleurs, peut-être ce n'est pas nécessaire parce que la stratégie qui commence à se préciser aujourd'hui pour les futures élections, c'est une double stratégie. Les élections présidentielles en Turquie sont des élections à 2 tours depuis 2014. Par contre, les élections législatives sont des élections à 1 tour et au proportionnel. Donc, le HDP, il est possible qu'il présente un candidat au premier tour symboliquement et qu'il se rallie totalement pour le candidat d'opposition qui va être en face de Tayyip Erdogan au second tour, sans aucun état d'âme. Là, il n'y a pas besoin de prendre une décision, de présenter au départ un candidat, etc. On n'a pas besoin de présenter un seul candidat au premier tour. En revanche, HDP peut présenter indépendamment avec peut-être une alliance des partis de gauche, etc., des petits partis de gauche. Il peut présenter lui-même aux élections législatives et auquel cas, dans les élections législatives, CHP avec ses alliés d'un côté et HDP constituant un troisième bloc de l'autre côté, s'ils se présentent comme ça, ils ont beaucoup plus de chances d'empêcher la formation d'une majorité parlementaire pour Tayyip Erdogan. Donc, la stratégie qui apparaît aujourd'hui, c'est ça. Mais, comme avait dit Jean au début, évidemment, Tayyip Erdogan peut faire accélérer le procès en cours pour dissolution du parti HDP, le procès en cours auprès du Conseil constitutionnel. Les décisions du Conseil constitutionnel sont sans on ne peut pas casser, hein? Donc sans recours. Donc, mais pour rendre cette décision, il faut une majorité très forte des 2/3 des membres du Conseil constitutionnel pour dissoudre un parti. Et surtout, dissoudre un parti permettra au Conseil constitutionnel d'interdire de vie politique la totalité des cadres d'HDP pendant 5 ans. Et là, ce sera le coup le plus dur peut-être. Donc, voilà, tout ceci sont dans les domaines du possible. Et le Parti républicain, il y a un projet de changement des règles électoraux qui se prépare, mais pas de choses très significatives, semble-t-il, parce qu'il n'y a pas un accord entre MHP et Tayyip Erdogan sur un changement significatif du système électoral. Il est possible que le barrage national soit abaissé de 10 à 7%, ce qui facilite encore plus le travail du HDP, si on l'autorise à se présenter. Et n'oublions pas aussi que s'il change les règles électorales, ceci ne s'applique pas avant 1 an. Donc, s'il change les règles électorales au mois de mars, cela veut dire que
il n'envisage pas de faire des élections anticipées avant mars 2023. Les élections sont prévues légalement en juin 2023. Donc voilà, tout ça sont des hypothèses qui font que probablement les élections n'auront pas lieu avant début 2023 ou fin 2022, voire en son temps, c'est-à-dire en juin 2023. Mais au jour d'aujourd'hui, et je termine là-dessus, les sondages d'opinion donnent, grosso modo, l'alliance autour de Tayyip Erdogan, les deux partis, AKP et MHP, autour de 40%. AKP a baissé à 30% aujourd'hui dans les sondages d'opinion qui sont des divers sondages d'opinion. L'opposition CHP-I parti représente autour de 40% aussi, plus HDP qui dépasse les 10%, et les petits partis dissidents de AKP, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a des partis dissidents d'AKP qui sont à leur tête des figures importantes, Babacan, ancien ministre de l'économie, Davutoglu, ancien premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et ces deux partis réunis représentent autour de 3-4% qui sont directement des électeurs qui ont quitté AKP. Donc, quand on fait l'addition de l'opposition, on arrive quasiment à 60%, dont HDP représente 10 à 12% dans ces 60%. Donc, voilà, c'est les stratégies qu'on discute actuellement en Turquie, c'est autour de ces scénarios. Je vous remercie. Une question par rapport au parti HDP, même s'il venait à être interdit, l'électorat kurde, lui, il continuera à pouvoir voter. Du coup, j'imagine qu'il constitue un enjeu électoral important, d'autant qu'il a une démographie assez active. Vers qui se tournerait cet électorat s'il n'y avait pas le parti HDP? Et est-ce qu'il est quand même courtisé par les autres partis, du coup? D'abord, les Kurdes, ils ont l'habitude, ils ont déjà connu 6 fois des partis qui ont été interdits par le Conseil constitutionnel, et les Kurdes préparent toujours un parti de rechange avant même que le nouveau parti soit constitué, soit interdit. Bon, probablement, il y a un parti de rechange qui peut sortir et qui peut se présenter aux élections. Alors, il y a des conditions pour se présenter aux élections. Est-ce qu'ils auront suffisamment de conditions? Mais probablement 20 députés suffisent pour constituer un groupe et le parti peut se présenter. Donc, il peut y avoir toujours un autre parti. Mais la difficulté pour HDP, ce n'est pas de ne pas pouvoir présenter un autre parti, mais de ne pas pouvoir présenter la totalité de ses cadres aux élections. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir une difficulté. Et dans ce cas-là, nous avons ce qu'a dit Jean pour les élections de 2019. Aux élections municipales, HDP n'a pas ouvertement appelé à voter systématiquement les candidats de l'opposition à Tayyip Erdogan. Dans beaucoup de cas, HDP a dit « Nous laissons libres nos électeurs, ils savent parfaitement pour qui voter ». L'électorat kurde est beaucoup plus politisé et conscient que l'électorat turc moyen, et donc un message de ce type permet à HDP de diriger son électorat vers à peu près qui il veut. D'accord. Il y avait juste à cet égard que l'autre parti représenté dans les zones à majorité kurde, c'est le KP. Même si ça commence à Oui, il faut parler que les Kurdes entre eux sont très divisés aussi politiquement. Denise, on parle toujours des Kurdes qui votent HDP, c'est-à-dire il y a 15 millions, 16 millions de Kurdes, il y a 6 millions de voix HDP, donc les Kurdes votent 60-65% pour HDP et ils votent à peu près 30-35% pour AKP. Mais selon les sondages qui viennent maintenant de la région kurde, le vote kurde pour AKP diminue et il y a une augmentation du vote CHP dans la région. C'est une nouveauté depuis 20 ans.
il y avait quelqu'un du public qui demandait aussi quelle stratégie les Kurdes développent-ils vis-à-vis du pouvoir actuel? Je crois qu'on a répondu. Là. On a répondu. Alors, les Kurdes, ils ne sont pas en négociation avec Tayyip Erdogan parce que Tayyip Erdogan les ignore totalement et les délégitime. Nous ne sommes pas comme en 2013-2014 où il y avait un dialogue avec Tayyip Erdogan et les Kurdes sur la résolution du problème kurde. Aujourd'hui, Tayyip Erdogan a pris l'option répression, état sécuritaire et le danger kurde et le danger majeur. Et HTP est une émanation d'une organisation terroriste, ouvertement. Donc, il n'y a pas de dialogue avec le pouvoir. Je dirais qu'il essaie de les diviser, justement. Il est allé quand même à Diyarbakır s'adresser aux Kurdes qui peuvent voter pour lui. Donc, il y a une partie des Kurdes qui sont extrêmement conservateurs, qui ont jusqu'à récemment, si je suis ce que tu dis, voté quand même AKP au lieu de voter HDP. Donc, il essaie de les diviser et encore plus et quand même d'accaparer peut-être. Je ne pense pas qu'il essaie de diviser, il essaie de ne pas perdre ce qu'il lui reste. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. À Diyarbakır, par exemple, il y a 11 députés à Diyarbakır. La circonscription de Diyarbakır, c'est 11 députés. Et HDP arrive à sortir 7 ou 8 députés. Donc, il lui reste que 3. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de garder les 3 et non pas que ça tombe pas pour 2 Donc c'est plutôt essayer de ne pas perdre les votes kurdes et surtout actuellement les votes kurdes conservateurs peuvent aussi parfaitement se diriger vers les partis dissidents de AKP qui eux ils sont beaucoup plus actuellement en position d'ouverture sur les questions kurdes. Et Erdogan est totalement contrôlé par MHP pour faire une ouverture sur la question kurde. Donc, il a été plusieurs fois à Diyarbakır, Tayyip Erdogan, et ça n'a jamais donné de résultats satisfaisants pour lui. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il a abandonné l'option de solution du problème kurde, parce qu'il a vu que D'ailleurs, il a dit un jour, nous apportons énormément de services à la région, mais la contrepartie, ils ne nous votent pas plus. Ils sont incompréhensibles, il disait il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est plutôt pour limiter les dégâts que de gagner des nouveaux secteurs. Sur la question kurde, Tayyip Erdogan est en difficulté. Sur l'électorat kurde, Mais comme tu disais, tout le reste est tellement nationaliste que c'est quand même difficile, cette question. Oui, surtout avec son alliance avec MHP. Hein, c'est rédhibitoire pour les Kurdes MHP. Oui, mais dans l'opposition aussi, GHP a des nationalistes en son sein et le plus grand parti après GHP, donc la gauche modérée, c'est E-Party avec Meral en tête, qui est nationaliste. En réalité, l'ensemble de la classe politique est en difficulté avec la question kurde. C'est ça que je dis. De ça, Erdogan peut quand même tirer parti. Ouais. Il ne faut pas oublier que finalement, quand on regarde les élections tout au long depuis 2002, effectivement, l'AKP avait un gros réservoir de voix dans le sud-est, y compris parce que dans la première décennie, à la fois quand l'AKP a pris le pouvoir et puis dans la première décennie de l'AKP au pouvoir, et même un petit peu plus au début de la deuxième décennie, il y avait aussi l'idée que ce gouvernement était capable d'apporter une solution politique. Et quand on se souvient d'ailleurs que lorsque Recep Tayyip Erdogan, qui était interdit de politique, lorsque l'AKP a pris le pouvoir, a vu les mesures d'interdiction se lever, qu'il a pu se présenter dans le sud-est, il a pu se présenter à une élection partielle, il est allé se présenter justement dans le sud-est. Donc il y avait à Sirte. Mais donc il y a une vieille
une vieille sédimentation du vote AKP, enfin des conservateurs kurdes autour du vote AKP. En même temps, Recep Tayyip Erdogan a toujours eu effectivement le désir de développer, d'abord le désir de développer son électorat kurde, et peut-être à une époque justement où il hésitait encore entre mener le processus de règlement et puis basculer dans le nationalisme, y compris, moi je me souviens de ces élections municipales, je crois en 2009, où on sentait qu'il était vraiment parti à l'assaut des municipalités kurdes, et enfin c'est pas le HDP à l'époque, c'était le DTP, avait relativement bien résisté à cette offensive, et par la suite finalement quand même il n'a cessé de voir cet électorat s'éroder. Je pense tout simplement parce que quand même jusqu'à 2013-2015, enfin disons surtout peut-être 2013, il y avait un peu pour Erdogan le problème de savoir où se trouvaient les possibilités d'élargissement de son électorat. Il y avait deux possibilités, c'était soit les Kurdes, soit les nationalistes. Et finalement, on a vu qu'entre 2013 et 2015, il a fait véritablement le choix des nationalistes. Moi, je me souviens encore du débat sur la présidentialisation du régime, sur le passage au régime présidentiel. Il y avait les nationalistes à l'époque accusaient Recep Tayyip Erdogan de vouloir faire un régime présidentiel, parce qu'un régime présidentiel, en référence au régime présidentiel américain, c'était un régime fédéral, et que donc derrière ce régime présidentiel, il y avait probablement un accord entre Erdogan et les Kurdes. Je me souviens de ce débat aux alentours de l'année 2013-2014, avant qu'on bascule définitivement dans la présidentialisation. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette politique ultranationaliste, inexorablement, le fait que finalement, non seulement Recep Tayyip Erdogan ait abandonné le processus de règlement, mais également, il est nié un peu la question kurde. À partir de 2015, il avait été l'un des premiers hommes politiques à reconnaître qu'il y avait un problème kurde en Turquie. Et en 2015, finalement, au moment où s'est clos l'expérience du processus de paix, il a dit qu'il n'y avait plus finalement de questions kurdes en Turquie. Et quand on compare ça effectivement au discours qui était tenu par l'AKP dans la première décennie, c'est assez, quand on compare le discours d'aujourd'hui, c'est assez spectaculaire. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à quelqu'un d'autre. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne peut qu'éroder, je dirais, les votes AKP, les votes conservateurs AKP dans cette région. Parfait, je vous remercie. Je pense qu'on n'a plus le temps de poser des questions puisqu'il est 20h30 à 3 minutes près. J'en profite pour vous remercier tous les trois pour vos interventions qui étaient vraiment passionnantes. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à notre numéro, et je remercie bien sûr l'IREMO d'avoir organisé cette visioconférence qui s'est plutôt bien passée, sans problème technique. Merci à vous encore une fois et bonne soirée.